Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui va en intéresser plus d'un, c'est comment bien choisir ses probiotiques. Vous savez qu'avec Théo, souvent on tape sur les probiotiques, mais c'est pas le problème de l'outil, c'est plutôt comment c'est utilisé. Vu que c'est devenu quelque chose d'assez en vogue, les intestins, etc., il y a plein de marques qui se sont mis à faire des probiotiques à tout va, mais c'est pas forcément intéressant. On va voir que il faut vraiment bien les choisir, déjà les adapter à votre terrain, dans un protocole créé spécialement pour vous, et aussi la qualité, parce que en effet, peu importe les souches, il y a des probiotiques qui sont juste pas bien formulés, avec trop de souches, ou alors avec trop de prébiotiques, etc. Donc on va un peu débroussailler tout ça pour que vous puissiez y voir plus clair. Donc tout d'abord, vous savez qu'avec Théo, on dit que les probiotiques, c'est important à intégrer en fin de protocole. Donc vous savez que quand on parle de protocole, nous, avec Théo, on le divise en 3 parties. Déjà, une première partie, hygiène de vie et alimentation, ça va être les bases de la base. Si ces bases-là ne sont pas maîtrisées, ça ne sert à rien de chercher à faire des détox ou d'ajouter des probiotiques, etc. Parce que le problème reviendra plus tard, donc vous aurez gaspillé du temps et de l'argent. Les premières choses, hygiène de vie, alimentation, une alimentation adaptée à vous, évidemment, parce que certaines personnes vont avoir des intolérances, des sensibilités, et une hygiène de vie, bien que certaines personnes ne voient pas le lien, l'exposition au soleil, le mouvement, etc., tout ça, ça participe à votre microbiote intestinal et à votre santé intestinale. Ensuite, dans un deuxième temps, l'assainissement, donc en effet avec certaines plantes qu'on appelle les plantes détox, mais encore une fois, il faut vraiment que ce soit spécifique à votre souci en fait, parce que certaines plantes vont plus ou moins fonctionner et certaines plantes peuvent carrément être dangereuses dans certains cas. Donc là, encore une fois, la vidéo porte pas sur ça, mais c'est pour vous expliquer un petit peu. Soutien des organes émonctoires, du foie, des reins notamment, de la transpiration, etc., etc. Et ensuite, réensemencement et reconstruction. Réensemencement, et c'est là que les probiotiques interviennent, et reconstruction avec des choses que souvent les gens prennent avant de faire tout ça, donc de la glutamine, du zinc-carnosine, etc. Mais tout ça, c'est vraiment à la toute fin. Et normalement, si on fait tout dans l'ordre et que ça s'adapte à nous, on est content, voilà, tout est bon. Et je parle en tant que quelqu'un qui a pris des antibiotiques pendant 4 ans. Donc là, ça va être des points, on va pas parler des souches, on va parler vraiment de la qualité du produit en lui-même. Donc déjà, il faut savoir que la température, l'humidité, etc., ce sont des choses qui vont jouer, mais qui vont pas jouer sur toutes les souches. Il y a certaines souches qui vont être particulièrement sensibles, notamment les bifidobacterium, lactobacillus, ça c'est des choses qu'on retrouve très souvent dans les formules. Ça, c'est des choses qui vont être assez sensibles. C'est pour ça que dans certaines pharmacies, vous voyez que c'est conservé dans des frigos. Je vous invite franchement à privilégier ce genre de choses conservées dans des frigos, parce que en général, les cultures survivent quand même plus longtemps. C'est pas parce que quelque chose n'est pas dans un frigo que ce n'est pas bon, mais on va dire qu'on maximise ses chances comme ça. Et d'autres souches, comme par exemple des souches de levure, elles ne vont pas être sensibles, donc ne vont pas forcément requérir d'être dans des environnements froids. Donc encore une fois, ça dépend de quelle souche vous prenez, et quelle souche vous prenez, on le verra tout à l'heure, mais ça dépend de votre souci de base en fait. Ensuite, évidemment, que ce soit des souches qui soient recherchées, qui soient prouvées pour votre souci. Il y a parfois des souches qui sont ajoutées un petit peu comme ça, ou alors des souches dont on connaît moins les effets à long terme. Moi, je vous invite par exemple à aller voir des études, c'est quelque chose qui est quand même très recherché ces dernières années. Il y a encore 10-15 ans, on n'en parlait pas, mais maintenant ça commence vraiment à exploser, et vu qu'il y a quand même un marché, il y a pas mal d'études sur le sujet, donc avec des efficacités prouvées pour votre souci. Ensuite, le packaging, évidemment, ça, alors je parle pas de marketing, mais c'est important parce que certains packaging sont meilleurs que d'autres. Par exemple, le packaging sous blister, avec des choses qui ne laissent pas passer l'air, donc ça, en général, vous retrouverez quand même dans la majorité des produits. C'est un peu des normes quand même pharmaceutiques. Il y a certaines marques qui mettent même ce qu'ils appellent des bubble foil. Donc c'est une sorte de papier un petit peu avec des bulles, mais pas le papier à bulles qu'on connaît d'habitude. C'est vraiment quelque chose d'isolant pour protéger des variations de température. Donc ça, par exemple, si c'est pas conservé au frais, mais que vous voyez qu'un produit a ça, c'est quand même un bon signe. Évidemment, un pot qui cache la lumière, qui est assez robuste, etc. Moi j'aime bien par exemple les pots de Sunday Natural en verre parce qu'ils sont ambrés, donc ils cachent quand même un peu la lumière, et le verre ça a tendance quand même à bien garder la fraîcheur, surtout si vous le laissez à l'intérieur. Donc voilà,
faites attention quand même au packaging parce qu'il y en a certains qui sont quand même moins qualitatifs que d'autres. Ensuite, les petites bactéries que vous voyez ici, ça va représenter deux choses. Déjà, ça va représenter évidemment la quantité parce que des choses qui sont trop faiblement dosées ne vont pas suffire en fait à recoloniser votre intestin. Donc on va chercher entre 5 et 50 milliards. Alors oui, c'est très large, mais en fait, on va privilégier par exemple les 5 milliards au début de réensemencement, surtout si par exemple on sait qu'on est quelqu'un de sensible, qu'on a déjà essayé les probiotiques mais qu'on n'a pas toléré, etc. On va plutôt privilégier les petits nombres de cultures. Et 50 milliards, c'est vraiment à la fin, quand vous voulez vraiment réensemencer, etc. Mais il faut y aller progressivement. Si vous prenez quelque chose à 50 milliards dès le départ, il risque d'avoir des soucis. Donc, commencez petit et progressivement augmenter. Et ça représente aussi les cultures présentes jusqu'à date de consommation. Il faut savoir que parfois, ils annoncent les cultures à date de création. Mais ce n'est pas la même chose entre la date de création et la date limite de consommation. Donc il faut faire attention que ce soit bien les UFT jusqu'à la date limite de consommation. Ensuite, la résistance gastrique. Alors là, par contre, ça va être intéressant parce que certaines souches ne vont pas beaucoup résister au passage à l'estomac et d'autres vont beaucoup mieux résister. Par exemple, les spores vont beaucoup mieux résister que des lactobacillus, par exemple. Et aussi, par exemple, si vous avez les lactobacillus ou des bifidobacterium, vérifiez que ce soit une gélule qui soit résistante gastriquement. C'est vraiment important et malheureusement, il y a beaucoup de marques qui ne le font pas. Ensuite, le petit intestin, c'est pour représenter est-ce que la souche va bien adhérer à la muqueuse et va repeupler correctement le tout. Il y a certaines souches qui adhèrent plus à la muqueuse que d'autres. Évidemment, ça dépend parce que parfois ces souches-là peuvent créer des soucis d'histamine, peuvent créer des soucis qui ne sont pas adaptés à votre profil, mais il faut savoir qu'il y a quand même des différences d'adhérence entre les souches. Et évidemment aussi le petit caducé pour représenter les normes pharmaceutiques. Vérifiez que ce soit sécurisé, que ce soit des normes qui soient claires, parce que là on parle quand même de bactéries, de choses qui vont repeupler votre intestin, et l'intestin, vous le savez, c'est très important. Donc vérifiez la sûreté des produits. Et enfin, dernier point, alors là, ça va être assez controversé et vous allez voir qu'à cause de ce point-là, vous allez probablement galérer à trouver des bons compléments. Mais on fera la liste de certains compléments dans le petit guide associé à cette vidéo. Mais la présence de prébiotiques. Donc les prébiotiques, ça va être des FOS, ça va être de l'inuline, de la chicorée, etc. Vous allez retrouver en général dedans. Il y a aussi la gomme d'acacia, mais en général, la gomme d'acacia, elle est quand même mieux tolérée. Mais souvent, inuline, chicorée, c'est des choses qu'on retrouve souvent. Et les prébiotiques, comme vous savez, c'est un peu la nourriture des bactéries. Sauf que si vous avez déjà un terrain qui est assez bancal, etc., si vous avez un terrain sensible, eh bien, ça peut nourrir les mauvaises bactéries. Donc, les prébiotiques, attention, sur des terrains sensibles et surtout en début de réensemencement, j'aurais tendance à ne pas les conseiller. Peut-être la gomme d'acacia, voilà, qui passe. Personnellement, la gomme d'acacia, je suis quelqu'un... Voilà, encore une fois, j'ai fait 4 ans d'antibiotiques, j'avais une dysbiose sévère. La gomme d'acacia passait chez moi. Ça ne veut pas dire qu'elle passera chez tout le monde, mais en règle générale, dans les témoignages, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même mieux toléré que l'inuline ou la chicorée. Donc attention sur les prébiotiques. Malheureusement, c'est quelque chose qui est très souvent intégré pour augmenter l'efficience, mais parfois, plus ne veut pas dire mieux. Et c'est également valable sur les différentes souches. Ça, on va en parler juste après, mais plus de souches ne veut pas forcément dire mieux, et malheureusement, vu que c'est un milieu très concurrentiel, les marques ont tendance à mettre plein de souches ensemble en disant ouais, c'est trop bien, il y a plein de souches, mais sur des terrains sensibles qu'on a souvent en coaching avec Théo et sur des terrains réactifs, franchement, parfois il vaut mieux même isoler les souches au début en tout cas. Donc maintenant, je vais un peu vous parler des différentes familles pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu les différentes familles parce que c'est important pour se repérer. Toutes les familles ont plus ou moins des actions sur le microbiote, mais des inconvénients, des avantages, et ça va vous permettre de savoir un peu mieux lesquels choisir. Donc tout d'abord, vous avez les bactéries lactiques, donc les lactobacillus. Ça, c'est des souches qui sont très populaires, qui sont assez recherchées, donc c'est assez sûr. C'est vraiment pas mal, par exemple, pour l'inflammation de l'intestin, pour le transit. Si vous avez des problèmes de diarrhée, c'est pour ça que j'ai mis le petit papier toilette, ça peut être assez bénéfique. Si vous avez des intolérances au lactose, ça peut aider à digérer le lactose. Cependant, attention, encore une fois, j'en parlerai un peu plus tard, mais si les probiotiques sont faits à partir de lait, ça peut causer soucis chez les personnes très intolérantes. Donc ça, c'est les avantages. Par contre, les inconvénients, c'est que comme j'avais expliqué, elles résistent pas très bien au passage à l'estomac, donc il faut faire attention sur la qualité de la capsule, et la plupart provoquent quand même des réactions à l'histamine chez les gens qui sont sensibles, sachant que l'intolérance à l'histamine, c'est quelque chose d'assez courant quand on a des soucis d'intestin.
Ensuite, je vais vous prendre une deuxième famille en tant qu'exemple. Je ne vais pas toutes les faire parce que même là, je suis obligée de restreindre les différents bénéfices et inconvénients. Sur les probiotiques à sport, c'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue. Notamment, je vois beaucoup ça sur les forums de discussion américains, anglo-saxons. Mais, et encore une fois, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ça résiste très bien au passage dans l'estomac. Ça résiste très bien à la chaleur, à l'humidité, etc. Donc, vous pouvez le conserver en dehors. Quand vous allez recevoir vos spores, en général, ils seront assez effectifs. Et ça peut aider à combattre la présence de certains pathogènes. Si vous savez que vous avez eu des soucis avec des parasites, etc., ça peut aider. Il n'y a pas que ces souches-là, mais c'est des exemples. Mais par exemple, c'est des souches qui sont peut-être un peu moins recherchées sur le long terme et c'est des souches qui peuvent être assez difficiles à encaisser sur les gens sensibles, sur les personnes à terrain sensible. Donc par exemple, peut-être pas au début, mais peut-être à la fin si vous savez que vous avez des soucis sur ça. C'est parfois pas les meilleures choses, en tout cas selon votre terrain. Ensuite vous avez les bifidobactéries, donc bifidobacterium, ça aussi c'est assez connu, les streptocoques et lactocoques, et les enterococcus faecium. Et du coup tout ça va vraiment dépendre de votre terrain. Par exemple les probiotiques à base de levure, on recommande souvent Saccharomycete boulardii. C'est vrai que ça peut être intéressant, mais par exemple si on est toujours en crise de SIBO, il ne faut pas la prendre. Mais si vous avez eu un candidat et que vous êtes en rémission, vous n'avez plus de SIBO, ça peut être intéressant. Encore une fois, c'est pour ça qu'on conseille toujours les probiotiques à la fin du protocole complet, de vraiment on est sûr qu'on n'a plus beaucoup de symptômes parce que ça peut augmenter le souci. Donc un peu pour vous représenter comment ça fonctionne, donc là je vous ai parlé des grandes familles, donc là je vais vous présenter un petit peu, très vite fait parce qu'il y a beaucoup d'espèces et de souches, etc. Les lactobacillus, donc les bactéries lactiques. Par exemple, dedans, on va prendre différentes espèces, donc Lactobacillus rhamnosus. Évidemment, j'ai pris des espèces qui sont très documentées, très recherchées. Dans cette même famille, vous avez 3 souches qui sont elles-mêmes assez documentées, assez recherchées, et chaque souche a des effets différents. Là, vous voyez, il y a un effet antidiarrhée et prévention des infections ORL et digestives. Si vous avez quelqu'un qui a des difficultés et des inflammations au niveau de ça, ça peut être intéressant. Ensuite, ici, vous avez spécifiquement étudié pour toute la santé de la sphère féminine, urogénitale. Donc si vous avez des mycoses et cystites, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et ensuite, vous avez un dernier effet sur l'immunité, prévention des allergies. Donc ça, encore une fois, si vous avez quelqu'un d'assez réactif, qui a des allergies, qui est assez anxieux, ça peut être intéressant. Mais il faut aussi voir chaque inconvénient de chaque souche aussi. Parce que certaines, par exemple, vont être intéressantes, mais comme je vous ai dit, vont créer des réactions à l'histamine. Donc, par exemple, là, prévention des allergies, mais c'est pas forcément adapté à tous les profils. Ensuite, vous avez Lactobacillus reuteri, donc ça aussi c'est assez connu. Donc avec Théo, on fera sûrement une vidéo sur L. reuteri, sur le protocole L. reuteri, parce que c'est quelque chose qui est assez incroyable. C'est très utilisé aux États-Unis, mais en fait, c'est des gens qui prennent une souche de L. reuteri, qui créent des yaourts avec, et en fait, une fois qu'on a son yaourt, on peut refaire à l'infini des yaourts L. reuteri. Ça fonctionne en fait avec pas mal de souches, c'est juste que celle-là, elle est pas mal étudiée, donc elle est pas mal utilisée. Mais vous voyez que même dans les L. reuteri, il y a encore des sous-classes en fait. Des effets antidiurétiques, des effets immunomodulateurs et des effets antimicrobiens, antiparasitaires. Encore une fois, si on a eu des parasites, on sait qu'on a peut-être une flore qui est plus sujet à ça, donc ça peut être intéressant d'en intégrer. Là, dans les Lactobacillus gasseri, c'est aussi assez étudié pour la modulation de poids. Il y a certains probiotiques qui vont vous dire ça fait maigrir, etc. C'est sur cette base. Évidemment, ça ne veut pas forcément dire que vous allez prendre ce probiotique, ça va vous faire maigrir, c'est juste que ça peut déjà vous donner une bille en plus dans votre perte de poids et ça peut vous aider à soulever quelque chose. Sachant que très souvent, les gens ne voient pas le lien entre santé intestinale et poids, mais c'est extrêmement lié parce que la santé intestinale va faire dépendre certains facteurs du métabolisme, notamment le métabolisme des lipides et la résistance à la leptine et à l'insuline. Parenthèse fermée sur le métabolisme. Ensuite, on a la L. gasseri qui peut être inhibiteur de H. pylori. Donc encore une fois, si vous avez un H. pylori qui est avéré ou s'il y avait des symptômes, ça peut être utile parce que souvent dans des cas de H. pylori, on va donner des antibiotiques. Et ça, du coup, ça peut affaiblir encore plus votre flore, alors qu'il y a des solutions qui sont quand même plus douces et qui peuvent améliorer votre digestion générale. Et ensuite, la dernière souche que j'ai mis ici, c'est certains pathogènes. Donc par exemple, si vous avez fait un test de microbiote poussé, eh bien vous pouvez voir si vous avez la présence de certains pathogènes.
ça peut vous aider, vous dire ok, je présente certains pathogènes, donc cette formule-là peut être plus intéressante pour moi. Donc comme vous le voyez, en fait, c'est bien plus compliqué que juste je prends des probiotiques conseillés par les pharmaciens, parce que souvent les pharmaciens, ils ne vous connaissent pas spécifiquement, parce que même vous, parfois, vous savez pas quelle souche vous avez. C'est pour ça qu'avec Théo, quand même, on encourage dans pas mal de cas de faire des tests de microbiote. Alors oui, ça coûte assez cher, ça coûte environ 200 € si vous voulez au moins un test, parfois 2 tests ça peut être intéressant, donc ça peut monter jusqu'à 500 €, mais au moins un ça peut déjà aider à voir à petit peu près quel est votre type de flore. Évidemment vous pouvez le voir aussi en essayant certains aliments, voir comment vous réagissez, mais il n'y aura rien de plus spécifique et surtout ça vous fera gagner du temps et probablement des intolérances que vous allez vous taper en fait en essayant de manger des choses qui vous vont pas. Et ensuite, je vais vous montrer un cas concret qu'on peut rencontrer avec Théo dans nos coachings. Donc par exemple, Janine, on l'appelle comme ça, constipation, fermentation des protéines, intolérance assez sévère au lait. On parle pas de quelqu'un qui boit un verre de lait qui se sent pas bien, là c'est vraiment quelqu'un qui a des réactions assez prononcées. Un SIBO mixte, donc là j'ai mis ça H4, c'est un SIBO spécifiquement méthane, donc ça pour les gens qui connaissent, voilà. Mais à savoir que en fait, si elle mange des FODMAP, elle va réagir et selon son alimentation, en fait, la fermentation va changer. C'est quelque chose qu'on voit en final assez souvent parce que la grande théorie des différents SIBO, au final, en cas pratique, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on fera une vidéo spécifique sur le SIBO. Et un passé antibiotique avec des prises d'antibiotiques chroniques, donc c'est quelque chose qu'il a depuis longtemps, et une prise de poids après les antibiotiques. Donc, encore une fois, vous avez le lien entre le métabolisme et la santé intestinale. Donc par exemple, des souches qu'on pourrait recommander, ce serait celle-là. Donc par exemple, là, pour la motilité, ça peut être très intéressant pour la constipation. Pour la tolérance au lactose, sachant que ce sont des souches qui produisent quand même ici peu d'histamine, donc ça peut être intéressant parce que même s'il n'y a pas une intolérance à l'histamine vraiment marquée, parfois rien que le fait d'intégrer des nouvelles souches, ça peut créer une intolérance à l'histamine sur des terrains qui sont déjà problématiques. Et ensuite, pour la digestion des protéines, il y a certaines souches qui sont plus intéressantes que d'autres. Évidemment, si vous avez une fermentation de protéines, il n'y a pas que ça qui va jouer, et c'est à ça que sert tout le protocole en entier, mais c'est encore une flèche à notre arc en plus. Et ensuite, sur des choses qui ne vont pas du tout être conseillées, par exemple Lactobacillus acidophilus, c'est quelque chose qui est quand même assez souvent inclus dans les formules, parce que chez les gens qui ont des constipations, c'est recommandé parce que ça accélère le transit, etc. Mais chez quelqu'un qui a eu un SIBO assez chronique, il faut vraiment éviter, ça peut créer des irritations en plus. Donc bien vérifier toutes les formules des probiotiques. Et L-Gaceri SBT, en fait, ça c'est une souche qui est souvent conseillée pour la perte de poids, mais elle est souvent faite sur des produits laitiers en fait. Ça peut contenir des produits laitiers. Donc chez quelqu'un qui est vraiment très réactif au lait, ça va être à éviter. Encore une fois, les prébiotiques au début, on ne conseille pas forcément. La gomme d'acacia, pourquoi pas, si ça peut passer. Mais évitez en attendant, pour l'instant, ça. Concrètement, quel produit je peux recommander ? Il faut savoir que c'est ultra dur de trouver des bons produits, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, et il y en a beaucoup qui sont pas souvent respectés. Donc là, vous avez le L-Reuteri Super Smart, donc encore une fois, là on cible vraiment quelque chose de spécifique, et le Bacillus subtilis, donc ça c'est du sport, donc c'est les probiotiques à sport. Là, ça peut être, pourquoi pas, intéressant, parce que de ce qu'elle nous dit, c'est quelqu'un qui est pas forcément hyper réactive, comme le cas d'après, on va voir ensuite. C'est quelqu'un qui a toléré certains probiotiques dans le passé, etc., mais elle n'avait pas fait forcément dans le bon ordre. Donc pourquoi pas essayer du Bacillus subtilis à petite dose progressivement, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui peut être assez mal toléré. Mais c'est quelque chose qui est particulièrement recommandé dans son cas parce que ça va aider à la constipation et ça va aider sur le passé antibiotique parce que toutes les souches ne se valent pas quand il s'agit de repeupler une flore après antibiotiques, surtout après des passages répétés ou longs. Donc voilà pour le premier cas. Et deuxième cas, j'ai essayé de prendre un petit peu à opposer, en tout cas en termes de fréquence de sel. Donc ici, diarrhée 3-4 fois par jour, des diarrhées assez molles, assez liquides. Une intolérance à l'histamine avec un profil quand même de SAMA, donc de syndrome d'activation mastocytaire, donc quelqu'un qui a des réactions immunitaires régulières, qui est facilement sensible à ça. Un SIBO H2, donc on retrouve très souvent avec les diarrhées, donc c'est-à-dire quelqu'un qui va ballonner juste après les repas, qui aura tendance vraiment à avoir ça des diarrhées, parfois des douleurs, un inconfort, mais assez vraiment et des gaz malodorants mais assez clairs, quoi.
et SIFO, donc infection fongique en fait, qui est combinée, qu'on retrouve souvent avec des formes de SIBO en fait. Quelqu'un qui est très très sensible aux FODMAP, alors en général, tous les gens qui ont des SIBO, en général les FODMAP ça passe pas trop, mais voilà, c'est quelqu'un qui est particulièrement sensible à ça, dès qu'il mange un bout de fruit, ça part n'importe comment. Du coup, quelqu'un qui est vraiment très sensible, bien plus sensible que le premier cas, il n'y a vraiment pas grand chose qui passe, faut faire attention, etc. Donc dans ces cas-là, il faut faire attention aux souches. Donc on va privilégier les bifidobacterium, donc ça va être une famille qui va produire peu d'histamine en règle générale. Donc c'est quelque chose d'intéressant parce que souvent ce qu'on retrouve en fait dans les témoignages qu'on a avec Théo, c'est des gens qui ont essayé les probiotiques parce que voilà, c'est la première chose conseillée, mais ils ne savaient pas qu'ils avaient une intolérance à l'histamine et en fait ils ont pris les probiotiques et ça leur a fait des réactions allergiques, ça leur a fait des réactions encore pires, mais ils n'ont pas forcément identifié que c'était dû à ça. Et en fait c'est probablement que c'était juste la mauvaise souche, donc il faut se diriger vers bifidobacterium en général, c'est vraiment pas mal. Lactobacillus rhamnosus léger, donc ça aussi c'est une souche qu'on retrouve assez souvent. Ça va aider à stabiliser les mastocytes. Donc là, pour le syndrome d'activation mastocytaire, ça peut être intéressant. Et Saccharomyces boulardii, donc ça, évidemment, on a traité le SIBO et le SIFO avant de mettre ça. Mais ça peut être intéressant pour éviter les récidives plus tard. Et ce qu'on ne conseillerait pas du tout, du coup, ce serait quelque chose à base de sport. On a quelqu'un qui a un terrain très sensible, donc tout ce qui est à base de sport, on va éviter. L-casei, Shirota, donc là, c'est quelque chose qui peut vous réduire quand même pas mal d'histamine. Pourtant, c'est quelque chose qu'on aurait pu conseiller au vu des diarrhées, etc. Mais voilà, en présence de problèmes d'histamine, on va éviter, en tout cas dans un premier temps. Et encore une fois, les prébiotiques, là c'est encore plus vrai, je pense que je ne mettrai même pas de la gomme d'acacia parce que personne n'est tellement sensible qu'on va éviter dans un premier temps de mettre quoi que ce soit. Les choses sans prébiotiques, c'est assez dur à trouver, mais voilà ce que je peux conseiller dans un premier temps. Probiota Histamine X, produit que j'ai moi-même testé, qui est vraiment pas mal. C'est titré à 10 milliards d'UFC, donc en termes de chiffres, on est bien pour commencer. Il y a vraiment que des souches qui sont vraiment testées spécifiquement, qui ne produisent pas d'histamine et qui dégradent l'histamine dans certains cas, donc c'est vraiment bien, qui vont reconstruire la muqueuse intestinale sans ajouter de l'histamine. Et Saccharomyces boulardii de chez Sunday, alors là il y a un peu de gomme d'acacia, donc peut-être sur certains terrains éviter, mais si par exemple on coupe la gélule en deux au début, ça peut être bien toléré progressivement. Voilà. En règle générale, c'est assez difficile de trouver des probiotiques qui ne contiennent pas de souche histaminique. Très souvent, ils en contiennent au moins quelques-uns. Ça, c'est le seul produit que j'ai vraiment trouvé, parce que même celui chez Sunday qui dit qu'en fait c'est pour les personnes qui sont intolérantes à l'histamine, il y a quelques souches qui peuvent créer des réactions. Donc moi, je préfère prendre la sûreté et ne pas faire dépenser de l'argent pour rien. Donc vraiment, Probiota Histamine X, déjà, elle, c'est une assez bonne marque en termes de compléments, je trouve. Mais ça peut vraiment être intéressant, sachant que cette personne, en plus, ne peut pas prendre d'aliments riches en histamine. Donc là, ça peut être une bonne idée. Mais il faut traiter le SIBO avant, le SIFO aussi, parce que sinon, ça peut faire gonfler, en fait. Voilà, donc j'espère que tout ça, ça vous aura aidé à un peu mieux comprendre le merveilleux monde des probiotiques. Vous avez vu, c'est quand même très compliqué, et j'ai simplifié au maximum, parce que c'est une vraie jungle, en fait. Et il faut vraiment bien choisir, sachant que c'est un domaine qui est en voie de développement. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas encore. Il y a des choses qui sont découvertes chaque année. Mais ça n'empêche pas certaines personnes de vouloir faire de l'argent avec. Donc faites attention à ce qui est vendu, faites attention au packaging, etc. Même si certaines marques vous disent que ça, c'est pas histaminique, que ça, c'est safe, etc. C'est tellement spécifique, le microbiote, il est tellement particulier d'une personne à l'autre que il faut vraiment être très très précautionneux, et moi je recommanderais même au début d'éviter toutes les formules avec trop d'ingrédients, avec trop de souches. Simplifiez au max, prenez une souche ou deux ou trois max, et sauf pour par exemple Probiota Histaminique qui est vraiment, il y a plusieurs souches mais c'est vraiment étudié pour. Soyez vigilants, et si vous avez des questions spécifiques par exemple sur les familles, etc. De toute façon dans le guide il y aura un peu plus d'infos que je n'ai pas pu placer ici. Mais si vous avez vraiment des questions spécifiques pour un cas, etc., n'hésitez pas à venir nous en parler avec Théo. Nous, on fait des recommandations régulièrement à nos coachés spécifiques pour leur cas. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser en commentaire ou sur Insta en DM.